Tout juste arrivé cet hiver, Ismaël Benasser pourrait déjà quitter l'Olympique de Marseille cet été. C'est en tout cas ce que laisse sous-entendre à la fois l'équipe et la presse italienne, puisqu'une réflexion serait en cours sur l'avenir de l'international algérien lié à l'OM en prêt avec option d'achat et non obligation. Le joueur fait actuellement l'objet, comme je viens de le dire, d'une réflexion sur la levée ou non de son option d'achat par l'Olympique de Marseille. Il faut savoir qu'il est toujours sous contrat avec le Milan AC. On est aujourd'hui avec Walid de DZ Foot, que vous avez l'habitude de voir maintenant sur la chaîne, puisqu'il intervient régulièrement concernant les joueurs algériens, et Enzo, pour parler de l'avenir de Ismaël Benasser, parler également de sa première partie de saison. La première question que je vais vous poser, les gars, c'est ce que vous avez pensé de cette info. Est-ce que pour vous, elle est crédible et est-ce qu'elle est logique? Je vais commencer par Walid. Alors, est-ce qu'elle est crédible? Oui. Est-ce qu'elle est logique? Également aussi, de par un argument qui a été évoqué par l'équipe et qui consiste à dire que le salaire d'Ismaël Benasser est celui d'un titulaire indiscutable. Et par titulaire indiscutable, on entend joueur qui disputera au moins 80% des matchs dans une position de titulaire. Euh, Dans son cas, lui, évidemment, ça n'est pas le niveau qui pose problème, ça n'est pas sa capacité à s'imposer, comme j'ai pu le lire ici ou là. À chaque fois qu'il a été disponible, il a joué. C'est davantage une question vis-à-vis de sa capacité à enchaîner les matchs, d'autant plus dans une saison qui comptera, si tout se passe bien, à minima 44 rencontres, voire 45 avec l'équipe de France, 46 avec le Trophée des Champions. Bref, une saison assez consistante, et sans compter les différentes trêves internationales et la CAN au milieu qui pourrait lui rajouter 3, 4, 5, 6 matchs. Enzo, toi, je sais que tu es assez surpris par les questionnements qu'il y a autour de Ismaël Benasser. Toi, qu'est-ce que tu penses justement de cette information? Et au-delà de ça, quel bilan tu fais de ces 6 premiers mois à l'OM? Est-ce que tu es surpris dans le négatif ou pour toi, c'est des 6 premiers mois qui sont assez logiques? Non, pour moi, l'info est somme toute logique et ces 6 premiers mois le sont également. Parce qu'en fait, le souci, c'est que c'est un joueur qui arrive sans aucune préparation, qui avait été blessé pendant 4 mois, qui traînait encore une blessure de 7 mois, donc il a vraiment du mal à se remettre, qui a eu lieu en mai 2023. Et en fait, le souci, c'est que les gens attendaient à voir le grand Ismaël Benasser du Milan AC. Et moi, je savais pertinemment que c'était un joueur en manque de temps de jeu, de compétition, et qui aurait un petit peu le mal à enchaîner les matchs. Donc après, moi, cette info-là, elle ne me surprend pas, elle est logique. Et je pense que c'est une stratégie un peu peut-être de communication de l'OM pour faire baisser l'option d'achat. Justement, Enzo, tu évoques une stratégie pour faire baisser l'option d'achat. L'option d'achat de Ismaël Benasser, elle est à environ 12 millions d'euros. Nabil Djellit, il évoque justement cette possibilité. Il dit que l'OM, profitant du manque de concurrence sur le dossier, pourrait privilégier cette stratégie pour l'avoir à la baisse. On parle notamment de potentiellement à près de 9 millions d'euros. Ou tout simplement, l'OM n'en voudrait plus. Moi, il y a un point que tu soulignes, Enzo, et qui est une de tes idées, c'est que pour toi, c'est pas du tout décevant de voir Ismaël Benasser dans cet état jouer que pratiquement 50% des matchs. Parce que Walid, même quand il a signé, tu l'avais un peu dit lorsqu'on avait discuté, lorsque tu l'avais présenté, depuis sa blessure au mois d'avril ou mai 2023, c'est plus vraiment le même joueur d'un point de vue physique. C'était ce que disait Belmadi en conférence quelques mois plus tard. Je crois que c'était au mois d'octobre, un moment où on discutait encore du fait de savoir s'il serait disponible ou pas pour la CAN qui allait suivre. Il expliquait que la nature de sa blessure était particulière, qu'elle était particulièrement rare également, et que de par le fait qu'elle ne soit pas si commune, si courante, il allait être assez compliqué de savoir quand il allait reprendre, quand il allait retrouver la plénitude de ses moyens. Et je pense qu'on est encore dans ce cadre-là. Ce qui est dommage, c'est qu'il avait eu une bonne préparation physique estivale à l'été 2024 avec le Milan AC, qu'il avait retrouvé de bonnes sensations après quelques mois assez, disons, inconstants post-blessure. La CAN qui dispute, évidemment, c'est pas le joueur que l'on connaît. Et qu'au sortir de cette préparation estivale, dès le mois de septembre, bam, une blessure au mollet. Et on le sait, les blessures au mollet sont particulièrement gênantes parce qu'elles privent de tout mouvement. Et il y en a d'autres qui sont plus accommodantes, qui permettent aux joueurs de toujours se déplacer dans, mettons, une piscine, par exemple, pour la rééducation. Le mollet, c'est déjà un peu plus compliqué. Et je crois que ça a impacté sa saison dans sa globalité. Quant au fait de dire qu'on pouvait s'y attendre, oui. Est-ce qu'on peut également prévoir la situation qu'il y aura à l'avenir? Moi, je le crois parce que
il y a quand même un ensemble de facteurs qui permettent de déterminer disons la proportion d'un joueur à être blessé ou pas. Je vais faire un parallèle très simple. Si on prend Abu Dhabi se blesse énormément suite à une première blessure particulière qui modifie la structure générale de son corps. C'est une blessure à la cheville qui est mal soignée, qui est assez mal connue en son temps, et qui fait que le joueur tente de compenser tant bien que mal. Et quand vous surcompensez par exemple dans la cuisse droite une problématique à la cheville gauche, ben c'est la cuisse droite qui saute. Ainsi de suite. Ensuite, il y a évidemment un cercle vicieux qui s'instaure et le joueur perd confiance. Dans la salle, ça n'est pas forcément le cas. Je vois qu'il a toujours encore. Enfin, il reste un semblant de fragilité au niveau de ce genou-là et ça se voit dans ses mouvements. Mais est-ce que pour autant c'est une fragilité qui demeurera? Est-ce que le joueur ne peut pas retrouver la plénitude de ses moyens? Ça, je n'y crois pas. Il est encore très jeune, il a 27 ans. Il vient de passer quand même, puisqu'on évoque la blessure qu'il a eue en début de saison, par la fameuse clinique Aspetar au Qatar, qui est, je pense, la meilleure au monde à l'heure actuelle en matière de suivi, de rétablissement des athlètes professionnels. C'est là où Moumbani a fait sa rééducation, par exemple. Harit aussi. Je pense que la quasi-totalité des grands sportifs se rendent à Aspetar. C'est un joueur qui est sérieux, donc également l'hygiène de vie que l'on pourrait évoquer ici ou là pour justifier le fait que tel ou tel joueur se blesse constamment ne s'applique pas à lui. Voilà, ça fait un ensemble de facteurs qui, moi, me rendent plus que positif, plus qu'optimiste, et qui me laissent à penser que si on lui donne l'opportunité de se préparer tranquillement dans une saison, durant la saison estivale, dans la continuité également, c'est-à-dire sans avoir le doute quant à son avenir, Milan, Marseille, ailleurs, je pense qu'on retrouvera le joueur, si pas à 100%, au moins à 90% de ses capacités, et 90% de Ismaël Bennacer 2019, c'est au-dessus de tout ce que l'Olympique de Marseille a en réserve, tout simplement. Enzo, toi, t'en es vraiment convaincu parce que tu voulais faire un trade sur Twitter qui sortira d'ailleurs après cette vidéo, certainement le soir de la sortie ou le lendemain. Si tu as des arguments à donner pour convaincre le supporter de l'OM sceptique qui n'est pas convaincu par Bennacer depuis son arrivée, qui peut mettre des commentaires sur le site du Phocéen, que Walid lit souvent et me rapporte, et comment tu pourrais convaincre ce supporter-là pour lui faire comprendre que Ismaël Bennacer, l'année prochaine, c'est titulaire dans le double pivot avec Pierre-Emile Højbjerg? Déjà, de suivre le football un petit peu et l'évolution des joueurs. Parce qu'en fait, le souci, c'est que les supporters, globalement, se réfèrent uniquement à un nom, mais qu'ils ont connu l'espace, tu vois, il y a quelques années. Là, quand tu suis le parcours et la trajectoire d'un Ismaël Bennacer, tu sais pertinemment qu'il n'allait pas encore être à la plénitude de ses capacités. Parce que voilà, comme l'a souligné Walid si justement, c'est un joueur qui arrivait sans préparation, qui a rechuté, mais qui, par exemple, lors de son premier match face à Angers, a émerveillé et éclaboussé de son talent la rencontre. Il était de partout, il aimantait les ballons. Tu sentais même au niveau de ses passes qui justement cassaient des lignes, qu'il apportait énormément en termes de créativité et même de technique. Et c'est, j'ai envie de dire, ce Ismaël Bennacer qu'on verra sans doute la saison prochaine. Moi, je n'ai aucun doute par rapport à ça, avec une préparation physique. Parce que c'est un joueur qui a besoin justement de retrouver une réelle condition physique pour performer. Parce que de base, c'est un joueur qui est très vif, qui accélère le jeu quand il le veut, qui casse des lignes par la passe, mais en fait, il a besoin pour jouer son football, pour se projeter également vers l'avant, d'être au top physiquement. Et là, actuellement, ce n'est pas le cas. Donc moi, je dis patientons avec Ismaël Bennacer, offrons-lui les meilleures conditions nécessaires pour performer avec l'Olympique de Marseille, une bonne préparation physique, et il n'y a pas de raison à ce qu'on ne retrouve pas le joueur qu'il a été. Bennacer, il souffre de ça un peu, de la caricature qu'en font les supporters de l'OM, mais aussi de l'opposition avec Valentin Rongier. On sait que c'est un joueur qui a fait, je crois que c'est ça, il a 5-6 saisons à l'OM maintenant, Valentin Rongier. Il va certainement être amené à partir cet été, joueur qui est très apprécié par les supporters de l'Olympique de Marseille. Bon, c'est un joueur dont on reconnaît la valeur en Ligue 1, mais qui a montré des limites en Coupe d'Europe. Bennacer, il était justement censé à son arrivée faire passer un cap à l'OM, clairement déclasser Valentin Rongier. Factuellement, si on regarde l'évolution de la saison, Rongier reste quand même plus ou moins au même niveau depuis l'arrivée de Bennacer. Mais on a vu quand même De Zerbi privilégier Bennacer sur certains matchs, par exemple le match contre Lille, où De Zerbi dit en avant-match « je préfère le profil de Bennacer à celui de Valentin Rongier ». Est-ce que pour vous pouvez comprendre que certains aient des doutes sur sa capacité à
à remplacer un joueur qui, lui, au contraire, se blesse très rarement, même si paradoxalement, il s'est blessé la saison dernière très longtemps, qui a souvent été régulier dans ses performances. Là où, par exemple, Bennacer, depuis qu'il est arrivé, on l'a dit, il a raté 50% des matchs, il a eu des prestations difficiles, par exemple le match contre Lille. Walid, tu penses que il a quelque chose à prouver là-dessus, Bennacer, ou on peut dès cet été se dire, non, Bennacer, ça remplace Rongier? Est-ce qu'il a quelque chose à prouver, oui et non? Est-ce qu'il a quelque chose à prouver au niveau de sa carrière? Certainement pas. Est-ce qu'il a quelque chose à prouver aux supporters marseillais qui n'a suivi ni l'Algérie ni le Milan? Probablement. De ce que je crois voir ici ou là, visiblement, les gens ne sont pas convaincus. L'opposition entre les deux joueurs ne fait pas sens pour une raison simple, c'est qu'il en est un qui est capable de faire ce que fait l'autre et pas l'inverse. Qui peut le plus, peut le moins et pas l'inverse. Sans à nouveau me montrer agressif à l'encontre d'un Valentin Rongier qui est un bon joueur et qui est un type aussi, j'ai cru comprendre par différentes sources, très agréable, très sympa et très respectueux de l'ensemble du club. Et je pense qu'il est toujours bon d'avoir un joueur de ce type-là dans l'effectif. Valentin Rongier, je l'assimilerai toujours au porteur d'eau qu'il est, un porteur d'eau de très haut niveau, je pense. Niveau Ligue des Champions, je ne sais pas. Niveau Ligue Europa, probablement, oui. Mais un porteur d'eau quand même. Là où Bennacer, justement, a cette capacité-là à faire ce que fait Rongier, je vous inviterai, pour ceux qui remettraient en doute mon objectivité, à regarder les statistiques de ces saisons précédentes au Milan AC en termes de récupération de ballon, de duel au sol gagné. Le simple fait qu'il ait une capacité à évoluer à la fois en tant que numéro 6, en tant que numéro 8 et en tant que numéro 10 devrait mettre la puce à l'oreille à ceux qui estiment qu'il n'est pas capable de faire ce que fait un Rongier. Donc en termes de récupération de ballon, il sait le faire, mais ce qui fait la différence, et ce qui fait de lui, selon moi, et je pense pas que selon moi d'ailleurs, j'ai cru voir encore récemment différents entraîneurs le mentionner et citer d'autres entraîneurs encore plus fameux tels que notamment Arsène Wenger, Pep Guardiola, c'est qu'il est capable d'organiser le jeu également. Il a une capacité de passe qui est très largement au-dessus de la moyenne, une vision au-dessus de la moyenne, une qualité technique au-dessus de la moyenne, une lecture du jeu au-dessus de la moyenne. Ça fait quand même beaucoup, je trouve, de donner au-dessus de la moyenne pour un milieu de terrain qui est capable de faire tout ce que l'on peut attendre d'un milieu de terrain moderne. Et à nouveau, en ce sens, je ne suis pas convaincu que l'OM ait beaucoup de profils similaires. J'estime que Rabiot est encore différent. Je ne mettrai pas Rabiot et Bennacer sur le même plan. Par exemple, si les deux sont alignés dans un pivot, double pivot, ça ne me choquerait en rien. Parce que c'est une question que j'allais vous poser. L'année prochaine, si on part sur un 4-3-3, mon deuxième bis sera certainement oscillera entre un 4-2-3 et un 4-3-3. Bennacer, c'est double pivot, mais si on est à 3 au milieu, c'est 6, c'est 8. Est-ce que c'est Højbjerg devant la défense? Est-ce que c'est Bennacer relayeur? Pour vous, c'est quoi la meilleure utilisation de ce que vous avez vu à l'OM? Et même de. Je te laisse commencer, Enzo. Ah oui. Ouais, après, dans le cas où ce serait un milieu à 3, j'ai envie de dire que Bennacer, je le vois pas forcément, tu vois, je le vois un peu plus haut que la Sentinelle, tu vois, dans un rôle de relayeur. Je pense que c'est là où il performe le plus. Et juste pour rajouter et rebondir sur ce qu'a dit Walid, c'est qu'en fait, je pense que le véritable tournant on va dire, de l'opinion publique marseillaise envers Ismaël Bennacer, c'est le match justement contre Lille, où il débute, où c'est vrai que sa mi-temps est vraiment mauvaise, il faut le dire, hein, elle est catastrophique, où il perd 2 gros ballons qui auraient pu être extrêmement dangereux. Mais après, le souci, c'est qu'il ne faut pas oublier aussi que ses entrées, justement, avant sa titularisation face à Lille, sont quand même relativement bonnes et cohérentes, notamment en termes de créativité, de passe et aussi de technique. Me vient en tête, et j'ai l'image de sa passe décisive contre Montpellier à Rabiot, elle est magnifique, elle est sublime. Et c'est justement ce joueur qu'il est, c'est-à-dire un joueur, comme l'a dit Walid, de techniquement au-dessus de la moyenne, capable de créer, d'alimenter, enfin d'aimanter les ballons, d'en récupérer aussi énormément. Et en fait, il n'y a pas en fait vraiment de profil comme Ismaël Bennacer à l'Olympique de Marseille, parce que Rongier est plus dans ce rôle de ratisseur de ballon, tu vois, de soldat, de guerrier. Rabiot, c'est vrai qu'avec un ballon, il sait tout faire, mais c'est encore différent d'un Ismaël Bennacer. Ismaël Bennacer a vraiment ce côté créatif, tout en jouant un petit peu plus bas sur le terrain. Tu vois. Un peu Regista, enfin, même si vous n'avez pas dit que vous le faisiez, toi, tu n'as pas dit que tu le ferais jouer au poste de 6 dans un 4-3-3, mais c'est un peu, un peu un Regista, et c'est ce qui fait la particularité de son profil. C'est que c'est un joueur qui est plutôt défensif, un milieu défensif,
mais qui avec ballon a des vraies qualités créatives. Et c'est vrai que là, avant que tu donnes ton avis, Walid, moi c'est pour ça que je le garde, indépendamment du fait que je connais son niveau. Moi, je lui accorde le crédit de la saison de plus et des 6 mois de plus, parce que même physiquement, je pense que s'il fait 6 mois de plus, bah, tu le revendras au même prix. Moi, j'ai pas de doute là-dessus. Je pense qu'il y aura toujours des intérêts pour Benasser, surtout dans le golf. Je pense que c'est un joueur qui peut trouver un point de chute, mais aussi parce qu'il y a une particularité dans son profil, c'est que trouver un. Pour moi, c'est une sorte de regista, c'est-à-dire que en fait, il peut jouer partout au milieu, mais il a ce profil du 6 technique qui fait que normalement, s'il ne s'était pas blessé avec le Milan AC, il aurait très bien pu postuler dans des clubs comme Arsenal ou comme Manchester City, parce qu'il a typiquement le profil. Et si De Zerbi a dit qu'il privilégiait son profil à celui de Valentin Rongier, a dit que c'était son milieu idéal, entre guillemets, avant son recrutement, je pense que c'est aussi en raison de ça. Walid. On peut faire une comparaison avec l'équipe nationale en 2019 qui remporte la Coupe d'Afrique des Nations. À ce moment-là, on avait un triple milieu de terrain qui peut potentiellement être celui de l'Olympique de Marseille en fonction des desiderata de Zerbi. Je m'explique. On avait à ce moment-là un Adlan Guediola qui jouait en 6 pur, en sentinelle pur, qui est un joueur qui était assez limité techniquement, mais qui était volontaire et qui n'a pas hésité à se sacrifier durant la compétition et qui a très bien joué son rôle. Et ça pourrait être le rôle par exemple d'un Rongier, même si Rongier est meilleur, évidemment, que Guediola bien meilleur, je pense. Ben Nassar était entre les deux, c'était le 8, celui qui apportait le lien. Et il y avait un troisième larron qui était beaucoup plus mobile, qui était le facteur X qui apportait le surnombre en phase offensive ou qui venait à compenser en phase défensive, qui s'appelait Sofiane Ferrolé. Bon, comparaison n'est pas raison, mais on pourrait imaginer par exemple qu'un Adrien Rabiot, on pourra se poser la question du rôle d'Adrien Rabiot dans un 4-3-3, sera-t-il intéressé à l'idée de jouer ce rôle, ce qu'il a d'ailleurs fait, il a assez fait dans les derniers matchs, je trouve, c'est-à-dire redescendre pas mal, monter également, apporter le surnombre là où il est nécessaire, donc soit devant, soit derrière, avec un Benassal qui assurerait le lien entre lui et la dite sentinelle ou le dit numéro 6, qui pourrait être Højbjerg, qui pourrait être un autre profil à voir. J'ai néanmoins quelques doutes. Premièrement parce que je vois les cibles de l'Olympique de Marseille pour l'été à venir et qu'il y a quand même pas mal de numéro 10 de ce que j'ai cru comprendre. Ce qui laisse à sous-entendre que l'OM jouerait en 4-2-3-1. Et si l'OM jouait en 4-2-3-1, peut-être que le numéro 10 n'aura pas fonction et vocation à reculer et à apporter du surnombre en défense, pour penser défensivement. Rabiot n'a jamais voulu jouer trop bas sur le milieu de terrain. C'est ce qui a notamment posé problème au Paris Saint-Germain. Je ne suis pas convaincu que ce qu'il a refusé de faire au PSG à 10 ans, il accepte de le faire à l'OM l'année prochaine. Donc voilà, ce sont autant de critères qu'on peut se poser. Évidemment, le fait que l'Olympique de Marseille joue près de 50 matchs, en comptant la CAN, etc., ce sont des facteurs à prendre en compte. Pour l'heure, si on fait l'addition des milieux de terrain qui sont à disposition et sans compter les prêtés, ça nous fait, en termes de sentinelle pure, je pense que Rongier est le seul qui puisse. Højbjerg. En tout cas, Højbjerg est-il vraiment une sentinelle? Je ne suis pas certain. Il l'a fait à un moment quand on était en 4-3-3 et les matchs qu'il fait là récemment, bon, c'est un 4-2-3-1, mais tu remarques quand même que c'est plus le destructeur et c'est plus le joueur au milieu de terrain que les deux autres. Justement, pour parler du profil de Benasser et de ses qualités, Walid a souligné un certain graphique de Ismo Scouting sur Twitter qui mettait en avant son apport dans le jeu. On l'a juste là sous les yeux. Enzo, tu parlais de sa créativité. Il me semble que c'est ce qui ressort tout de suite du graphique qu'on a sous les yeux. Je vais un peu zoomer dessus. On voit du coup qu'il y a la problématique principale qui est soulignée, c'est le fait qu'il ne dispute que 51% du temps de jeu. Mais si on regarde, que ce soit en termes de création d'occasion, d'influence par les passes, des passes verticales, la fiabilité technique, des erreurs commises, de l'agressivité, de la lecture défensive et de l'activité défensive, on est quand même sur un. Enfin, là, c'est quelqu'un qui est très haut dans les statistiques. Il remplit pratiquement tout le radar. Bien évidemment, mais en fait, ce graphique résume le joueur qui est Ismaël Benasser, tout simplement. C'est-à-dire qu'en termes de création
de jeu et même d'occasions créées, c'est très élevé. Et c'est là justement où on attend Ismaël Bennacer. Parce que j'ai envie de dire qu'actuellement, c'est une sorte de mobilette, mais entre guillemets sans essence. C'est-à-dire qu'en gros, c'est un joueur qui a toujours ce côté technique, créatif, mais qui n'a pas le coffre physique pour disputer 90 minutes. Et en fait, il est là le souci. C'est plus en fait une question de manque de préparation et physique que technique, parce que l'aspect technique footballistique, il ne l'a pas perdu. Donc c'est pour ça que j'invite vraiment les supporters marseillais. Je sais qu'actuellement, c'est compliqué d'être patient dans le football. Moi, le premier, je veux tout de suite. Mais avec une véritable préparation physique, je reste convaincu qu'Ismaël Bennacer apportera à l'Olympique de Marseille. Et dernière chose aussi que j'aimerais rajouter, c'est qu'il ne faut pas oublier que c'est une opportunité de marché énorme. Avoir un joueur de la trempe de Bennacer à 12 millions d'euros, c'est exceptionnel. C'est quasiment même inédit dans le football européen. Parce que Bennacer, comme l'a souligné Walid, normalement, il n'est pas l'OM. Donc, avoir ce joueur de qualité pour 12 millions d'euros. Je vais juste rajouter un point. Tu expliques qu'il n'est pas normal d'être patient. Moi, c'est quelque chose qui m'agace avec les supporters de l'Olympique de Marseille. Ils l'ont fait d'aussi loin que je puisse me souvenir, depuis toujours. J'ai bien souvenir, ça va me surprendre, je ne suis pas si vieux que ça, mais j'ai bien souvenir de Mamadou Niang qui signe à l'Olympique de Marseille et qui se fait cracher dessus. Mais quand je vous dis cracher dessus, c'est-à-dire avec insistance pendant des mois et des mois parce qu'il est maladroit les premières semaines. J'ai pu connaître Lucho Gonzalez, préparation physique. Il se blesse à l'épaule, il revient, il est un peu moyen. Oui, regardez ce gringalet, il n'a aucune condition physique, il ne se bat pas, il n'a pas la fameuse grinta qui intéresse le supporter marseillais. Bon, je veux bien qu'on ait ce besoin de régler des comptes. Dans une saison où l'OM termine 8e, je l'entends moins quand l'OM termine 2e. Je l'entends moins quand le joueur reçoit constamment des louanges de l'entièreté du club, c'est-à-dire l'entraîneur, le directeur sportif, le président et probablement même le coordinateur et on va même rajouter dans la balance Fabrizio Ravanelli. Voilà. J'aimerais bien qu'on fasse preuve d'un peu de modestie, d'un peu d'humilité, qu'on prenne conscience que oui, le supporter marseillais se trompe très souvent, parce que la radicalité forcément contraint et conduit à la prise de risque, et que la prise de risque, elle n'est pas toujours payante. L'effet de levier, il a plutôt été, il a plutôt impacté négativement les supporters marseillais que l'inverse. Et qu'en ce sens-là, voilà, j'aimerais bien qu'on bâtisse quelque chose d'un peu plus pérenne. À nouveau, Ismaël Bennacer n'a pas 34 ans. Son salaire est élevé, certes, mais on ne parle pas non plus d'un pari qui va mettre en faillite l'Olympique de Marseille. Ce sera un salaire équivalent à celui de Rabiot, de ce que j'ai pu comprendre. Voilà, ça fait quand même un ensemble de critères. Il est à l'OM. Nous avons la main mise. Si l'Olympique de Marseille lève l'option d'achat, si on parlait du fait de la renégocier, mais si on lève l'option d'achat, il appartient à l'OM. Qui sera celui qui le remplacera si tel n'est pas le cas? J'ai cru voir, par exemple, certains mentionner André Franck Zambo-Anguissa. Je ne suis vraiment pas certain que Zambo-Anguissa ait envie de revenir à l'OM. Je ne suis pas certain. Je pense qu'il se met plutôt à l'esprit qu'il est temps pour lui d'aller en première ligue, par exemple. Qui sera celui qui le remplacera? Voilà. Soyons un peu plus patients, soyons un peu plus dans la construction, observons les différents profils que l'on a. Comme tu l'as souligné à raison, Arilas, si Bennacer ne réussit pas sa saison, eh bien, ce sera dommage pour lui, ce sera dommage pour nous. Transfert à El Hilal ou je ne sais où l'été prochain. Merci pour tout, camarade. De toute façon, saison charnière. Il aura une saison charnière parce qu'il a potentiellement la seule ou la première, enfin pas la seule parce que, allez, dans 4 ans, il aura 31 ans, il peut toujours la jouer, mais la première Coupe du Monde de sa carrière, potentiellement, il y a une CAN avec une ambition au Maroc, il y a la saison de l'OM en Champions League. Donc s'il veut relancer sa carrière et se remettre en pleine forme, c'est la saison jamais. Et puis on le connaît plus ou moins, Enzo, c'est un joueur qui est professionnel et qui va faire une longue préparation de lui-même avant la préparation avec le groupe. Donc c'est un joueur sur lequel on ne peut pas avoir de doute de ce point de vue-là. Maintenant, c'est vrai que si au mois de septembre, imaginons, il se blesse, c'est sûr que le pari que tu auras fait, tu pourras dire bon, c'est un pari raté, mais encore une fois, tu pourras le vendre. Si au mois de septembre, Aubiac se fait les croisés, avec des si, on ne met pas en bouteille. C'est vraiment une façon de dire les choses. Avec des si, on refait le football. Mais Walid a raison, parce que Ismaël Bennacer n'a que 27 ans. Il a que 27 ans. Et ça, il faut le souligner.
C'est-à-dire que j'entends souvent, oui, c'est un joueur cramé, oui, physiquement, mais attendez, il n'a pas 33 ans, 34 ans. Benasser a 27 ans, il lui manque juste une préparation, et auquel cas, il a cette préparation. On connaît tous justement son côté exemplaire. D'ailleurs, il est loué pour ça par la direction olympienne, hein, pour son professionnalisme avec ses coéquipiers, et notamment à l'entraînement. Et on sait pertinemment que c'est un joueur qui a d'énormes qualités. Donc oui, encore une fois, malheureusement, mais de toute manière, c'est la loi, c'est la dureté du football. Les gens, et qui plus est à l'OM, ne sont pas patients, veulent tout de suite, c'est tout ou rien, mais un petit peu de décence et de patience, voilà, tout simplement. Ouais. C'est ce qu'on souhaite en tout cas à Ismaël Benasser, à l'Olympique de Marseille, à la direction de l'OM. On espère que du coup l'international algérien restera et nous éblouira parce que moi je pense qu'avec une prépa physique, si on a un bon Benasser, bah, c'est de loin l'un des meilleurs joueurs de l'équipe et c'est un joueur qui peut avoir un rendement au niveau de celui de Rabiot, voire un petit peu en dessous, voire même au-dessus si c'est le grand Benasser qu'on connaît. Donc Mais de ce d'ailleurs, point de je vue-là, veux c'est juste pour ça qu'on. rajouter quelque chose, c'est qu'il y en a énormément, et moi le premier, je reprochais à Roberto De Zerbi d'avoir un jeu beaucoup trop stéréotypé et stérile. Et auquel cas Benasser retrouve son niveau, c'est justement ce joueur-là qui peut t'amener du danger, de par ses projections et de par la passe. C'est ce joueur-là qui peut sublimer ses coéquipiers et les rendre meilleurs. Donc, voilà. Et Exactement. pour rejoindre tes mots, si on prend un argument, mettons, sportif pur, c'est-à-dire sur le terrain, exclusivement sur le terrain, ce qui a manqué par à coup, plus que par un coup, par cycle régulier à l'Olympique de Marseille, c'est cette capacité à sortir du cycle de passe. Vous savez, ce sont des circuits de balles qui sont travaillés à l'entraînement et qui paraissaient par moments un peu stéréotypés, un peu monomaniaques. Et on l'a notamment vu quand Balerdi était absent, quand Kondogbia était absent également, en janvier. Donc quand Kondogbia se blesse, c'est d'ailleurs à ce moment-là que l'Olympique de Marseille connaît un sérieux coup de moins bien. Les joueurs qui ont la capacité à briser des lignes par la passe ou par la conduite de balle, il n'y en a pas tant que ça. On a derrière Balerdi, Kondogbia l'a moins fait, mais il a cette capacité-là, et c'est en ce sens qu'il était et qu'il est toujours le plus à même à jouer dans ce poste de défenseur central gauche. Au milieu de terrain, on est supposé avoir Højbjerg, mais je trouve qu'il a assez peu exploité cette capacité-là en lui. C'est-à-dire que j'en ai quelques-unes, évidemment, notamment une récemment pour Guiri, mais j'ai assez peu souvenir de passes vraiment marquantes d'un Højbjerg, dont c'était pourtant la principale qualité à Tottenham, c'est-à-dire cette capacité-là à ça avait changé le jeu, un long ballon, et tout d'un coup, tout part d'un côté à un autre. Eh bien, Benassar peut le faire. Benassar peut le faire, il l'a fait. D'ailleurs, c'est en ce sens-là que moi j'ai été particulièrement déçu et j'assimile ça à un manque de confiance et à un besoin justement de toucher un maximum de ballons pour retrouver certaines formes de certitude dans son jeu. C'est que si vous l'avez bien observé, très régulièrement il a joué en une touche de balle. Tu me la donnes, je te la remets tout de suite. Je cherche le triangle, mais le triangle simple. Voilà. Alors que c'est un joueur qui peut vraiment, vraiment apporter la différence dans ce sens-là, parce qu'on l'a vu, on s'en souvient. À nouveau, le football à la mort courte, mais pas nous. On l'a vu faire ces choses-là. On l'a vu par des passes brillantes qui ont fait de lui un meneur de jeu au Milan AC. Pardonnez du peu. Et qui en ont également fait un numéro 8 brillant qui s'est imposé et qui, Enzo et Enzemo, on en parlait avant le début de l'enregistrement, qui moi, en tout cas à titre personnel, c'est le joueur qui de toute ma vie en équipe nationale m'a le plus impressionné et de très loin. Et j'ai connu Riyad Mahrez, et j'ai connu les Belaïli qui est extraordinaire en équipe nationale. J'ai connu tous ces joueurs-là, c'est de très loin le meilleur. De tous, et quelles que soient les positions et les rôles confondus. C'est de très très loin celui qui m'a le plus impressionné et celui sur lequel j'avais vraiment l'image du joueur de classe mondiale, capable de tout faire. Voilà, c'est peut-être caricatural, mais c'est uniquement parce que j'ai ce bon souvenir-là et que je sais qui il est que je continue à croire à celui qui pourra être dans les mois à venir. Donc Benasser, on garde, c'est votre mot de la fin. Enzo, est-ce que tu souhaites conclure cette vidéo Bien évidemment qu'on garde, parce qu'on sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas derrière ce qu'on prend.
Et il est là le véritable problème, parce que Ismaël Benasser, comme l'a souligné Walid, tout ce qu'il a fait auparavant, c'était pas il y a 10 ans non plus. Hein. Donc, en fait, il y a une petite musique à l'Olympique de Marseille qui te dit que c'est un joueur cramé, qui n'est plus bon à rien, etc. Mais c'est totalement faux. C'est un joueur juste en manque de temps de jeu qui a besoin d'une préparation et il retrouvera son meilleur niveau. Il éclaboussera toutes les rencontres de son talent, car c'est un magnifique joueur de football, agréable à voir et à regarder. C'est en tout cas ce qu'on souhaite à Je peux Ismaël rajouter un point Benasser. Vas-y. Rajouter un point, excuse-moi, pardon. Juste parce que j'ai vu cet argument régulièrement circuler. Benasser n'est pas Strootman. Arrêtez. Ce n'est pas pareil. Kevin Strootman, quand il signe à l'Olympique de Marseille, il s'est fait, je crois, 2 ou 3 fois le même genou. Le même. Ouais, Et la première opération qu'il subit rate. Il ne retrouve pas la capacité à enchaîner et son genou a perdu en mobilité et il se fait réopérer du même genou. Benasser n'est pas dans la même circonstance. Benasser n'a pas signé 5 ans. Benasser n'est pas transféré pour 25 millions d'euros. Benasser n'est pas, pour l'instant en tout cas, le plus haut salaire de tout le club, comme pouvait l'être un Strootman qui touchait le double du meilleur joueur de l'époque. Voilà, ça fait beaucoup de choses à mettre en perspective. Ce ne sont pas les mêmes circonstances. S'il vous plaît, ne les comparez pas, ça n'est pas la même chose. Et un Kevin Strootman, sauf erreur de ma part, quand il signe à l'OM, il a déjà 29 ans également. Sauf erreur de ma part, corrigez-moi si je me trompe. Voilà, gardons ça à l'esprit. Exactement, Walid. Merci Walid et Enzo. N'hésitez pas à nous donner votre avis en commentaire si vous n'êtes pas d'accord avec les avis de Walid et Enzo. En tout cas, on est tous les trois unanimes sur le fait que Ismaël Benasser doit rester à l'Olympique de Marseille. Que ça peut être je ne sais pas si ça sera une surprise, en tout cas pour ceux qui n'ont pas apprécié, pour moi, ça pourrait être la grosse surprise de la saison l'année prochaine, mais c'est un joueur niveau Champions League qui a été un patron à l'AC Milan il y a encore 1 ou 2 saisons, donc qui a que 26-27 ans, donc il faut lui laisser le bénéfice du doute, entre guillemets, même si c'est assez normal et assez logique. Lorsqu'on regarde la perspective de sa carrière, on a oublié de le préciser, mais c'est un joueur qui arrive en pleine saison, ça joue quand même aussi beaucoup, et des recrues qui arrivent en pleine saison, de ce profil-là, avec cette historique de blessure-là. Aidé par le collectif, et pas du tout aidé par le collectif. Ça explique aussi le pourquoi du comment. On se dit à la prochaine sur Massy Zone. Je mettrai le Twitter de DZ Foot. On n'a pas besoin de faire de la pub pour DZ Foot. Ils ont 1 million d'abonnés. C'est à eux de nous faire la pub. Donc, il retweetera bien évidemment la vidéo, parce qu'il sera obligé de le faire. Et puis, on se dit à la prochaine sur Massy Zone. Et allez l'OM!